C'est une illustration de la qualité de notre coopération entre les armées françaises et l'armée nigérienne, cette qualité dont je suis venu parler ici avec lui. Alors nous avons parlé effectivement de la sécurisation de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne et singulièrement du Niger contre les groupes armés terroristes et tous les trafics de tout type. Et je lui ai aussi parlé de la réunion que nous avons eue depuis ce matin avec les 5 chefs d'état-major d'armée membres du G5 Sahel, réunion qui a été extrêmement productive et intéressante. Toujours dans l'après-midi, le chef de l'État a reçu en audience les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel, Mamadou Touré, chef d'état-major général des forces armées maliennes, à leur sortie d'audience. Comme vous le savez, lors de la rencontre de Nouakchott qui a eu lieu au mois de février, les chefs d'État ont mis en place le G5 du Sahel, qui est un cadre institutionnel visant à impulser la coopération régionale. Dans ce cadre, il y a une réunion ici qui a eu lieu entre le 16, disons vers le 18 et le 19, qui était une rencontre d'experts qui visait à opérationnaliser la stratégie de mise en œuvre des directives prises par le chef d'État et du gouvernement. Cette stratégie comporte un volet sécurité. Et ce volet sécuritaire est à mettre en œuvre par le chef d'état-major. C'est à cette initiative que notre homologue, le général Sénégarba, nous a invités pour que nous puissions nous mettre ensemble, pour réfléchir tout d'abord à tirer les leçons des expériences du passé, pour mettre en place une structure qui sera fonctionnelle, mais qui sera, si vous voulez, le soubassement et le socle du projet que les chefs d'État et de gouvernement envisagent. Donc nous avons procédé pendant cette journée à échanger notre lecture de la situation sécuritaire, à voir quelles sont les voies et moyens que nous pouvons mettre en place pour que cette structure ne soit pas un vœu pieux, que ce ne soit pas une autre structure comme une autre, que nous puissions opérationnaliser les vœux des chefs d'État et de gouvernement, que nous mettons en place, des mécanismes qui nous permettent non seulement, de rendre fonctionnels, les types de contacts que nous avons, les échanges d'informations, mutualiser les moyens, mais aussi mettre en place des structures pérennes de nature à ce que le G5 soit une structure pérenne au profit de nos citoyens. Donc le compte-rendu a été fait au chef d'État. Le président de la République nous a donné son soutien et nous a encouragés, à mettre en place une structure d'accompagnement qui puisse rendre ces actions pérennes. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mamadou, a pris part les 2 et 3 avril 2014 au 4e sommet de l'Union européenne-Afrique tenu à Bruxelles, en Belgique, avant de prendre part les 4 et 5 avril à la table ronde des bailleurs de fonds de la CBLT à Bologne et à Rimini en Italie. Le film complet avec nos envoyés spéciaux Diallo Abdul Jalil et Issa Issa. À Bruxelles, en Belgique, où il est arrivé le mardi 1er avril 2014 à la tête d'une délégation composée notamment de plusieurs membres du gouvernement ainsi que le haut-commissaire à l'initiative 3e, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a pris part aux travaux du 4e sommet Union européenne-Afrique tenu les 2 et 3 avril 2014 autour des questions de paix, de prospérité et d'investissement dans les ressources humaines. Répondant aux questions de la presse quelques instants avant l'ouverture du sommet tenu au siège du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État Issoufou Mamadou a signifié leurs attentes du sommet. Et ce que j'attends de ce sommet, c'est que l'Europe continue à rester aux côtés des pays africains. Vous savez que l'Europe est notre premier partenaire. Donc il est extrêmement important que le partenariat qui existe entre nous se poursuive. Rappelez-vous, il y a eu le sommet de Lisbonne, à l'occasion duquel on a défini une stratégie commune. Cette stratégie a déjà produit des résultats. Nous souhaitons que cela se poursuive et en particulier nous souhaitons à ce que les questions de développement soient prises pleinement en compte. Plus de 70 hautes personnalités, chefs d'État et de gouvernements européens et africains,
dirigeants des institutions de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine ont pris part à cette importante rencontre dont la cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, ont tous, dans leur allocution, salué l'opportunité qui s'offre aux dirigeants des deux continents à travers ce sommet d'agir ensemble pour trouver des solutions aux problèmes communs. Ouvert la veille, les travaux du 4e sommet Union européenne-Afrique ont pris fin le 3 avril 2014 à Bruxelles par l'adoption de 3 importants documents, à savoir la déclaration des chefs d'État et de gouvernement participants, la feuille de route 2014-2017 et la déclaration de l'Union européenne sur la migration. Dans l'après-midi du 3 avril, le chef de l'État Issou Mahamadou était au siège du Parlement européen où il a animé une conférence sur l'initiative 3e. Conférence qui s'est tenue en présence du président du comité paritaire UE-ACP, Louis Michel, et de plusieurs commissaires européens. Dans son exposé, le président de la République a présenté le programme 3e et précisé ses objectifs. La solution structurelle que représente l'initiative 3e coûte moins cher que les interventions d'urgence. Il faut investir pour aider les producteurs, pour aider les paysans à produire et non pas attendre, constater que les paysans n'ont pas pu produire du fait de l'insuffisance des pluies pour intervenir. J'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé en 2005 où on aurait pu investir 20 millions de dollars en amont pour aider les populations à avoir accès aux intrants, en particulier avoir accès aux engrais. Et si on avait fait ça, on n'aurait pas investi 150 millions dans la solution d'urgence. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a à la fin de son exposé été félicité et encouragé par les commissaires de l'Union européenne pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Monsieur le Président, je ne parle pas très bien français. Non, c'est pas grave. Mais je peux et je veux de vous dire, j'aime les 3 ailes. Et bravo pour les résultats. Nous avons eu les félicitations de tous les participants et nous avons eu des engagements fermes à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce. Et ceci est d'autant bienvenu que nous allons rentrer dans la phase de préparation du 11e FED. Donc, c'est encore une fois un travail de mobilisation des ressources, de mobilisation des appuis qui vont venir pour l'initiative 3M. Je pense que nous avons véritablement atteint l'objectif que nous nous sommes fixés en venant ici. Le président Issoufou Mahamadou a quitté Bruxelles le vendredi 4 avril 2014 pour Bologne en Italie où il devrait prendre part à la table ronde des bailleurs de fonds de la commission du bassin du lac Tchad CBLT. À Bologne, la cérémonie d'ouverture de la rencontre décidée pour sauver le lac Tchad s'est déroulée en présence du président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, Dlamini Zuma, président de la commission de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, champion de la table ronde, l'honorable Hamma Arba Diallo, député co-champion, Romano Prodi, ancien président du Conseil italien, et le président du groupe de la Banque africaine de développement, chef de file des partenaires. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le chef de l'État, président en exercice de la CBLT, a lancé un appel à la communauté internationale pour sauver le lac Tchad. Lors du 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en mars 1998 à Abuja, un plan directeur et un programme d'action pour le développement durable du bassin ont été adoptés. À l'époque déjà, au vu de la diminution drastique des ressources en eau du lac, une campagne de sauvegarde a été lancée en direction de la communauté internationale, lui demandant un appui dans la mobilisation des ressources financières et l'acquisition de nouvelles technologies pour faire face à cette menace. Le lac Tchad se meurt et sa disparition
aura des conséquences écologiques graves, non seulement pour la sous-région, mais pour l'ensemble de la planète. Convaincus de la nécessité de conjurer cette catastrophe, pour marquer leur volonté de sauver le lac Tchad, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, lors du 10e sommet tenu en 2000 à N'Djamena, ont décidé de mobiliser 6 millions de dollars pour réaliser l'étude de faisabilité du projet de transfert de l'eau de l'Oubangui au lac Tchad. Il s'agit de porter une haute attention sur un projet de développement intégré du bassin en tenant compte de ses rapports avec les bassins voisins, à savoir le bassin inférieur du Niger et le bassin inférieur de l'Oubangui, pour contribuer à la réduction de l'assèchement du lac. En 2008, un programme d'action stratégique pour le bassin du lac Tchad et le plan d'action national pour chaque pays ont été adoptés et la charte de l'eau du bassin du lac Tchad a été élaborée et adoptée en avril 2012. Mesdames et Messieurs, au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT, tenu le 30 avril 2012 à N'Djamena au Tchad, le plan quinquennal d'investissement a été adopté en vue de préserver l'intégrité de l'écosystème du bassin. Les travaux de cette table ronde se sont poursuivis le lendemain au Grand Hôtel de Rimini avec les interventions de plusieurs personnalités, notamment les représentants des pays et organismes internationaux et les bailleurs de fonds. La fin des travaux est intervenue à la mi-journée du samedi 5 avril 2014, sanctionnée par une déclaration dite de Bologne, suivie du discours de clôture du président de la commission du bassin de lac Tchad. Nous sommes particulièrement heureux des engagements pris par les différents partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement, qui a décidé d'entreprendre, au sortir de cette table ronde, des consultations en vue du lancement des programmes sur le terrain. Je retiendrai aussi les différentes mesures annoncées par nos partenaires concernant les mécanismes de financement ciblés au niveau transfrontalier et bilatéral, notamment comme la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, à laquelle participe la Banque mondiale, le programme communautaire et le Fonds de développement agricole de la CEDEAO, le programme hydraulique pastoral et villageoise de l'UEMOA, le programme de développement durable de la coopération régionale de la Banque islamique de développement et le volet appui institutionnel de la coopération allemande, pour ne citer que cela, ainsi que les promesses qui ont été faites par des pays comme la France et d'autres pays. Je ne peux pas malheureusement les citer tous, il y a le Soudan, etc. Mesdames et Messieurs, nous voici donc en quelque sorte à la croisée des chemins. Le sort du lac Tchad nous concerne tous. Sachons donc unir nos efforts et nos capacités de mobilisation. Mais au-delà, je puis vous assurer que les gouvernements des pays membres de la CBLT ainsi que les communautés locales s'engagent à leur tour de façon durable dans la préservation, la gestion de ce patrimoine commun qui est à la fois leur force et leur avenir. La CBLT a été créée en 1964. En 1960, le lac avait une superficie de 25 000 km². Malheureusement, cette superficie s'est réduite comme peau de chagrin. Elle est aujourd'hui de 2500 km². La CBLT a le devoir de relever ce défi. Il n'est pas trop tard et nous avons décidé de relever ce défi et la CBLT peut être assurée qu'elle aura désormais le soutien politique nécessaire pour réaliser cette ambition, pour réaliser cet objectif. Après la clôture de la table ronde des bailleurs de fonds de la CBLT, le président de la République Issou Mahamadou a, comme à ses habitudes, rencontré les Nigériens vivant en Italie. Estimés à 2000, disséminés sur le territoire italien,
ils sont respectueux des lois et règlements du pays d'accueil. Le chef de l'État leur a rendu compte, point par point, de l'œuvre de construction nationale que les autorités de la 7e République ont engagée depuis 3 ans à travers le programme de renaissance du Niger. Avant de les quitter, le président Issoufou Mahamadou a pris l'engagement d'instruire le ministère des Affaires étrangères pour que des solutions soient apportées à leurs problèmes, notamment le renouvellement des documents de voyage. Issoufou Mahamadou a également promis aux Nigériens vivant en Italie de prendre toutes les dispositions utiles pour faire participer la diaspora aux prochaines élections. Une annonce saluée par nos compatriotes vivant en Italie. Le samedi 12 avril 2014 aura lieu à la frontière entre le Bénin et le Niger, Malanville, l'inauguration des postes de contrôle juste apposés par leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, et Dr Yahi Boni, président de la République du Bénin. Les postes de contrôle juste apposés construits aux frontières des États membres de l'UMOA visent à rendre plus fluides les échanges et à améliorer la libre circulation grâce au regroupement des services de contrôle. L'UMOA, 20 ans d'intégration, l'UMOA, 8 pays, un destin commun. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce matin au lancement de l'exposition photo sur les 3 années de réalisation du programme de Renaissance. Cette exposition entre dans le cadre de l'an 3 de l'investiture du président de la République. L'événement qui durera 5 jours se poursuivra dans les autres régions du pays. Sani Youssouf, Salif Garba et James Didier. Organisée par le ministère de la Communication par le biais de l'Office national d'édition de presse ONEP, cette exposition photographique a pour principal objectif de partager avec les visiteurs les impacts et les retombées des différentes réalisations et actions du bilan de 3 ans de gestion du président de la République dans son programme de renaissance, et cela dans tous les secteurs socio-économiques, diplomatiques, sécuritaires, environnementaux. En somme, une exposition qui retrace de façon succincte et concrète la vision du président de la République pour le développement du Niger et de son peuple. C'est donc à un voyage à travers la photographie que je vous invite autour des réalisations du chef de l'État au profit des Nigériens, suivant les 8 grands axes de son programme de renaissance. Cette exposition photo vise à partager avec les visiteurs les bénéfices et donc l'impact des réalisations en termes d'infrastructures, de nouveaux systèmes d'accès aux intrants agricoles, de mécanisation de l'agriculture à travers l'initiative 3N, ainsi que d'actions dans le domaine de la restauration des sols, de la santé et de l'élevage. Les objectifs des reporters photos de l'ONEP ont su capter des moments immortels et qui, je suis convaincu, feront bouger les indicateurs de développement de notre cher pays. C'est enfin le lieu et le moment pour moi de féliciter et de rendre un hommage mérité aux reporters photographes de l'ONEP, car cette exposition fera certainement date en même temps qu'elle mérite bien d'être portée au moins au niveau de nos chefs-lieux de région. Cette riche exposition des reflets de notre pays à travers des photos qui en disent long sur la volonté politique d'un homme d'État visionnaire pour qui la parole donnée est un acte de foi. Cette exposition photographique très expressive s'inscrit ainsi dans le cadre de la commémoration du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République, une exposition très riche en images qui traduisent la réalité et les bénéfices du programme de la renaissance du président de la République durant les 3 ans de gestion de la 7e République. L'ONEP nous a gratifié d'une page d'histoire très parlante. On a parcouru en quelques minutes les 3 ans. Les 3 années de réalisation, des promesses tenues du président de la République, comme cela est inscrit derrière moi, effectivement des promesses très importantes pour les populations nigériennes et des promesses qui ont été tenues, effectivement. D'autres sont allées au-delà de l'espérance, les promesses de chemin de fer,
Beaucoup n'y croyaient pas. Et voilà qu'à la 3e année, tout le monde subitement a cru à ce projet miracle, j'allais dire. Une exposition photo qui résume ainsi les 8 grands axes du programme de Renaissance, reflétant ainsi les grands chantiers, les infrastructures, la mécanisation de l'agriculture à travers l'initiative 3N, des actions dans le domaine de la santé, restauration du sol, l'élevage, l'éducation, l'urbanisme et le logement. Pédagogiquement, nous savons que la photo a une grande portée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec la photo, on peut s'exprimer. On peut s'exprimer là où il n'y a pas la télé, là où il n'y a pas la radio. Et bien sûr, nos écoles qui sont en milieu ruraux, ils vont profiter de cette exposition. Donc c'est pour dire qu'au-delà de Niamey, en tout cas ces photos auront une grande portée. Et je suis sûr que tout le monde rural va voir tout ce que son Excellence et Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, a eu à faire pendant les 3 ans. C'est vraiment un sentiment d'espoir et de beaucoup de fierté. Par ces images parlantes, les réalisations qui sont effectuées depuis l'arrivée et l'accession du chef de l'État au pouvoir. Et je pense que c'est pourquoi on dit chaque fois qu'il faut immortaliser les événements. Et je voudrais aussi vraiment féliciter l'ONEP et tous les journalistes et tous les médias qui ont surtout fait ce travail-là. C'est véritablement une grande œuvre qui va rester pour la postérité, pour que les enfants qui vont venir, je crois qu'ils sachent que Niger, quelque chose s'est passé. Vraiment, nous sommes très contents. On a vu l'essentiel des réalisations qui ont été faites par le chef de l'État, par le gouvernement. Et je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses pour ce pays-là. Cette exposition photographique qui durera 5 jours sera également organisée dans les autres régions du pays pour permettre à la population d'apprécier les bilans de 3 ans de gestion du pouvoir par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Poursuite des rencontres d'information et de sensibilisation au niveau de l'administration centrale sur le rôle du médiateur de la République. Le directeur de cabinet et la secrétaire générale du médiateur de la République étaient ce matin au Conseil supérieur de la communication pour édifier ses membres sur la mission assignée à leur institution. Ali Ousseini Suntelma, vice-président du CSC, apprécie ces rencontres initiées par le médiateur de la République. Je me réjouis du fait que le Conseil supérieur de la communication ait été la première institution de la République à recevoir la délégation des services du médiateur de la République pour décliner la mission, les attributions de cette institution, et je vous encourage à poursuivre et surtout à vous faire mieux connaître pour le bienfait des usagers de l'administration, parce que votre institution joue un rôle extrêmement